Bonjour à tous. Merci à WSO2 de m'inviter à participer à cette conférence. Je vais vous faire un retour d'expérience sur la mise en place de la plateforme d'API Management à la SACEM, plutôt de manière chronologique en fait, avec les grandes étapes en fait de mise en place de la plateforme et comment elle a évolué à travers le temps, jusqu'à récemment où on a été vers une approche plus self-service sur la solution. Mais tout d'abord, je vais vous parler de la SACEM, enfin et de moi aussi peut-être. Je suis système architecte au sein de la SACEM. J'ai travaillé sur des problématiques d'intégration depuis le début de ma carrière. J'ai commencé à travailler sur des architectures SOA, sur de la mise en place de ESB, de l'accompagnement à l'outillage d'intégration. Et donc, j'ai rejoint la SACEM en 2017 et, euh, en- et donc je les ai accompagnés notamment dans la mise en place d'une plateforme d'échange. Donc la SACEM, en quelques mots, donc c'est une société privée à but non lucratif, un OGC, on appelle ça. Elle a été fondée il y a quelques temps maintenant, en 1851. Bon, pour info, la France, c'est le pays qui a inventé la notion de droit d'auteur. Et donc la SACEM, c'est une société donc, qui gère les droits d'auteur essentiellement dans le milieu de la musique, qui collecte les droits d'auteur auprès de ceux qui diffusent de la musique, qui calcule les montants à répartir et qui répartit les montants auprès des ayants droit. L'objectif principal de la SACEM, c'est de faire en sorte que les créateurs de musique soient rétribués, soient rémunérés de manière juste pour l'usage qui est fait de leurs œuvres. Aujourd'hui, c'est un leader mondial dans son domaine, euh, notamment grâce aux accords, aux mandats qui ont pu être faits dans le secteur du digital, avec les plateformes de streaming, avec des grands éditeurs et avec des sociétés de gestion de droits d'auteur dans d'autres pays. Donc pour info, enfin, je vous ai mis quelques chiffres juste pour donner des, euh, des, euh, des estimations de notre taille. Donc là, je vais zoomer directement sur la relation entre la SACEM et WSO2. Donc pour information, nous avons contractualisé avec WSO2 en 2018, je crois. Et donc je vais vous présenter toute la chronologie des événements depuis avec différents grands jalons. Donc tout d'abord, nous avons mis en place une plateforme d'échange transverse en 2019. Nous l'avons mis en prod et cette plateforme reposait sur WSO2 API Manager 2.6. Donc pourquoi une plateforme d'échange transverse? Parce que au sein de la SSM, auparavant, donc il n'y avait pas d'équipe transverse en charge de l'intégration applicative. Donc c'était beaucoup à la main des différentes équipes applicatives. Il n'y avait pas de gouvernance globale. Donc une grande diversité dans la manière de faire les intégrations, les API et une mauvaise connaissance des différents échanges interapplicatifs. Donc au final, on se retrouvait avec le plat spaghetti dont on parlait tout à l'heure. Donc l'objectif de la mise en place d'une plateforme d'échange, ça a été de remédier à ça, de permettre de mieux maîtriser les échanges interapplicatifs à la SACEM, d'apporter une gouvernance globale et d'avoir un socle et un outillage moderne pour supporter la transformation numérique de la SACEM. Pour aller un peu plus dans le détail sur cette plateforme, donc nous avons en dehors de la plateforme, nous avons aussi mis en place une équipe transverse en charge de cette plateforme. Donc cette équipe était en charge de la plateforme en elle-même, mais aussi des échanges sur la plateforme. Donc avec notamment un API manager transverse qui qui gérait un peu la cohérence globale de notre catalogue d'API. Techniquement, nous avons choisi trois outils complémentaires, trois solutions complémentaires au niveau de notre plateforme. Donc une solution d'API management qui est WSO2 API Manager, qu'on a combiné avec un iPass et avec un bus de message.
Et ces trois solutions utilisées complémentairement nous ont permis de mettre en place un ensemble de patterns d'intégration qui ont été définis au niveau de la cellule transverse. En termes d'architecture, donc nous avions pour objectif d'avoir une architecture hautement disponible, puisque c'est une plateforme qui avait vocation à être utilisée au sein de l'ensemble de la DSI, donc avec des SLA élevés à tenir, et l'objectif de ne pas provoquer de coupure, y compris lors de montée de version. Donc nous sommes partis sur des architectures redondées avec du load balancing. Au niveau de WSO2, donc à l'époque nous étions sur WSO2 API Manager 2.6. Nous sommes partis sur une version all-in-one dans un premier temps, puisque nous avions un trafic assez faible dans un premier temps et ça répondait bien. Nous avions en parallèle une gateway en DMZ pour pouvoir interagir avec l'extérieur. Et donc le déploiement était entièrement sur VM on-prem. Donc ensuite est venue une stratégie cloud avec notamment la mise à disposition d'un environnement cloud public donc une stratégie cloud first. Donc avec les nouvelles applications métiers étaient par défaut créées au niveau de notre environnement cloud. Donc au niveau de la plateforme d'échange, on a dû s'adapter à cette nouvelle stratégie et faire en sorte que la plateforme d'échange s'étende sur le cloud afin de pouvoir offrir les mêmes capacités d'intégration, que ce soit en on-prem ou sur AWS. Donc donc ça c'était en 2002, nous avons mis en prod la solution d'API Management en 2022. Donc à l'époque, nous étions donc sur la version 4.0 de WSO2 API Manager. Donc il y a une refonte d'architecture, donc avec une approche plus distribuée, notamment avec la notion de control plane qui est arrivée au niveau avec cette version. Et donc on a décidé d'exploiter cette nouvelle approche qui nous convenait bien, puisqu'on avait besoin de gérer un ensemble de gateways, des gateways internes, des gateways exposés sur Internet pour nos usages B2B, B2C. Et donc, nous sommes partis sur cette approche-là. En parallèle, nous avons mis en place une solution de suivi temps réel que nous avons réalisée nous-mêmes en utilisant des composants open source, donc qui récupère les logs et les métriques des différentes gateways et permet au niveau d'une console web centrale de pouvoir monitorer tout le trafic API. En parallèle, on a aussi, à ce moment-là, on s'est intégré avec différents key managers. Donc, en sachant qu'au niveau de nos solutions IAM, nous utilisons d'autres solutions éditeurs. Et WSO2 fournit des connecteurs, des key managers externes. Donc on a pu utiliser un key manager externe pour nous plugger à notre IAM. Nous avons choisi de déployer entièrement cette nouvelle plateforme sur environnement Cube, donc avec une personnalisation des images Docker et des charts Helm qui sont fournis en standard par WSO2, avec un déploiement effectué avec Terraform et la mise en place de pipelines de déploiement avec GitLab CI. Donc ce que je vous ai pas précisé, c'est que cette plateforme, on l'a construite en parallèle de l'existante qui continuait de tourner sur l'environnement on-prem. Donc à ce moment-là, on s'est retrouvé avec deux plateformes distinctes. L'objectif, c'était que cette nouvelle plateforme remplace la première qu'on avait posée en 2019, afin d'avoir une architecture entièrement distribuée. Alors ensuite, en 2022-2023, on a eu une réorganisation globale au niveau de la DSI, avec le choix de mettre en place la méthodologie SAFe. Donc SAFe, c'est le Scaled Agile Framework. C'est donc l'agilité à l'échelle.
Donc ça a changé un certain nombre de choses dans la manière d'exposer notre plateforme. Donc je vais vous expliquer ça. Donc dans Safe, les équipes produits sont regroupées en trains qui sont orientés sur des chaînes de valeur. Et donc à la SACEM, nous avons choisi de mettre en place des trains métiers qui sont vraiment orientés sur la valeur métier, et un train spécifique, le train plateforme, qui lui est orienté sur le fait de mettre à disposition des couches basses utilisables as a service, enfin utilisables très facilement par les autres trains, de manière justement à ce que ces trains puissent se focaliser sur la valeur métier et moins sur les couches basses. Donc ça rejoint exactement l'approche platformless qui est évoquée en introduction. Et donc l'équipe plateforme d'échange a rejoint le train plateforme. Et au sein de ce train plateforme, on avait aussi d'autres équipes produits qui ont rejoint ce train, notamment cloud privé, cloud public, middleware, IAM. Donc suivant cette réorganisation, on a donc adapté notre solution d'API management. Dans un premier temps, donc j'ai oublié de vous parler des grands objectifs du train plateforme. Les grands objectifs, donc c'était d'apporter de l'autonomie aux autres trains, ça je vous l'ai déjà évoqué, de moderniser toutes les couches basses, et aussi de faciliter les déploiements, donc de permettre d'avoir des pipelines de déploiement, et de faciliter, au niveau des trains métiers, pouvoir faciliter les déploiements des briques métiers. C'est dans ce sens. Donc l'étape suivante a consisté à mettre en place une plateforme d'API management hybride. Donc, comme je vous l'ai expliqué, dans un premier temps, on avait fait une plateforme d'API management on-prem, puis une plateforme d'API management cloud public. Et donc là, on a décidé donc de mettre en place, d'aller vers une plateforme hybride, ce que permet justement la nouvelle architecture de WSO2. Donc avec un control plane unique qui gère l'ensemble de nos gateways, qu'elles soient on-prem ou AWS, qu'elles soient internes ou externes, ce qui a apporté une grande facilité dans la manière de gérer les API. Donc avec maintenant plus qu'un catalogue unique d'API, avec une harmonisation des process entre l'environnement on-prem et l'environnement cloud, et une amélioration de l'expérience développeur au global. Et de la même manière, on a fait la même chose au niveau de l'exploitation, avec une console d'exploitation unique qui regroupe tous nos logs et métriques des gateways on-prem et des gateways cloud. Tout ça, c'est exposé à l'ensemble de la DSI, et ils peuvent facilement aller consulter le trafic. Donc il y a des dashboards plutôt orientés suivi temps réel, il y a de la possibilité de mettre en place de l'alerting, puis on a mis en place aussi de la génération de statistiques et de KPI. Donc ça, c'était un jalon, on a vraiment simplifié notre solution d'API management, et on s'est orienté vraiment vers une plateforme d'API management unique pour toute la SACEM. Et donc l'étape suivante, la dernière qu'on a mise en place, c'est le fait d'aller vers une approche un plus self-service, puisque l'objectif c'était justement que les trains métiers puissent eux-mêmes gérer leurs API. Donc l'approche self-service, ça représente un certain nombre de défis, puisque à première vue, la plateforme qu'on a mis en place à la SACEM, elle avait pour objectif principalement de mettre en place de la gouvernance globale, donc notamment de poser un cadre global et de faire en sorte qu'il soit respecté, de bien contrôler la cohérence de tout le catalogue d'API, de maîtriser les différents changements. Et donc il y avait une équipe transverse en charge de l'API management à la SACEM. Et donc, à première vue, la mise en place de l'autonomie, c'est un peu contradictoire, puisque il faut
ouvrir les outils et faire en sorte qu'ils soient utilisables en libre service par les différentes équipes produits. Il faut se concentrer sur l'expérience développeur pour que ce soit simple pour eux de manipuler leurs API, de faire les mises à jour, de déployer jusqu'en prod. Et il faut permettre des déploiements à la demande. C'est plus l'équipe transverse qui gère les déploiements, mais chaque équipe produit est en capacité d'intégrer ces déploiements d'API dans son pipeline et de pousser ça jusqu'en prod. Donc c'est un changement assez important dans la manière de faire. Et donc, pour pouvoir... En fait, il a fallu combiner les deux. Donc, on a fait en sorte de mettre en place un mécanisme qui permet toujours d'avoir une certaine gouvernance. Donc, ce schéma, il explique globalement le workflow qu'on a retenu pour toujours avoir une certaine gouvernance et une maîtrise du catalogue global. Donc, en tant que fournisseur d'API, équipe fournissant une API, cette équipe doit toujours passer par une demande auprès de la plateforme pour lorsqu'il y a un nouveau besoin d'API qui permet d'avoir une phase de bootstrap avec cette équipe où déjà on valide que ce besoin d'API il est légitime. On vérifie qu'il n'existe pas par exemple déjà une API qui fait à peu près la même chose. Et à ce moment-là, une fois que c'est validé, donc on crée ensemble initialement l'API de manière à ce qu'elle respecte bien les normes. Et à partir du moment où le composant API est créé, on donne les accès de publication et de déploiement à l'équipe, ce qui leur permet d'être entièrement autonomes pour la suite. Donc pour toute évolution de l'API, ensuite, mise à jour du Swagger, et pour tout déploiement de nouvelles versions, elles sont entièrement autonomes. Et au niveau des déploiements, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une notification de manière à ce qu'au niveau de la plateforme, on soit quand même alerté et qu'on sache à quel moment il y a des changements sur la plateforme. En tant que consommateur d'API, là, ce qui a été retenu, c'est de garder toujours la main sur la gestion des clients O2, la génération des clés et la validation des raccordements aux API. Donc ça, c'est notamment des exigences qui ont été formulées par l'équipe RSSI. Donc en termes de dès qu'une équipe a besoin d'avoir un accès à des API depuis une nouvelle application, ils vont nous faire une demande de client O2 et c'est toujours l'équipe plateforme donc, qui crée le client, qui génère les clés, qui les fournit à l'équipe. Ensuite, l'équipe a la possibilité elle-même de souscrire à des API, mais ça déclenche un workflow de validation, qui est une fonctionnalité standard de WSO2 qu'on a activée. Et donc, il y a une validation toujours des souscriptions au niveau de la plateforme. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé de combiner l'aspect gouvernance et l'aspect autonomie. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Bon, ça, c'est une illustration au niveau des déploiements d'API de ce qu'on a fait. Concrètement, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a fait une API de déploiement d'API qu'on a mis à disposition sur la solution d'API Management. Donc, ça fournit les différents services pour livrer l'API, pour gérer les variables d'environnement et pour la déployer sur les différents environnements. Associé à ça, on a mis à disposition un guide utilisateur pour expliquer aux différentes équipes produits comment, au niveau de leurs API, ils peuvent faire en sorte de gérer justement tout ce cycle de publication et de déploiement et d'intégrer ça dans leur pipeline de CI/CD de leur propre application. Et on a mis en place des exemples de pipeline pour illustrer ça. Donc, en termes de bilan et de perspective, côté bilan, donc on est globalement très satisfait de la manière dont la solution d'API Management est utilisée à la SACEM. Il y a vraiment un usage généralisé. Aujourd'hui, on a 150 API en production. On vient de passer 80 millions de requêtes par mois sur le dernier mois. Donc on a un trafic qui est en constante augmentation. Au niveau de l'autonomie, on voit aussi là que la dynamique, pour l'instant, elle prend bien. Donc on a 25 utilisateurs qui ont obtenu les droits d'accès sur la solution d'API Management et qui sont maintenant autonomes pour publier des mises à jour
et déployer des API. Certains sont allés jusqu'à intégrer justement ça dans leur pipeline de déploiement. Et donc, les mises à jour d'API en récurrence sont maintenant intégrées dans leur pipeline. Et on observe aussi, du coup, une fréquence des déploiements, des mises en prod d'API. Donc ça va dans le sens de l'agilité qui était souhaitée. Donc ça, c'est le bilan au niveau API Management qui est globalement positif. Ce que je vous disais au début de la présentation, c'est qu'on avait aussi d'autres solutions sur la plateforme, notamment un iPass et un bus de messages. On est aussi en train de mettre en place cette même logique d'autonomie, mais avec là des succès, hein, enfin des résultats un peu plus mitigés, notamment sur l'iPass où il y a quand même besoin d'avoir une certaine, enfin le ticket d'entrée est plus élevé pour pouvoir être autonome sur une solution de ce type. Donc aujourd'hui, les équipes préfèrent toujours faire appel à nous pour qu'on développe les flux pour eux. Mais on va essayer toujours d'aller un peu plus vers l'autonomie. En termes de perspective, donc côté WSO2 API Manager, les prochaines étapes qu'on s'est fixées, donc c'est d'aller vers de la conteneurisation on-prem, puisque actuellement on est sur une plateforme hybride on-prem AWS. On a du Cube côté AWS, mais on est encore sur des VM côté on-prem. On aimerait harmoniser l'architecture. Actuellement, côté on-prem, on n'est pas encore assez sec sur la mise à disposition de clusters Kubernetes. Ensuite, on a aussi le souhait de monter de version vers une version 4.3 ou plus, ce qui nous permettrait de tester les gateways APK qu'on peut tester, qu'on peut intégrer avec le control plane de l'API management à partir de la version 4.3 justement. Et justement, on va tester cette nouvelle gateway qui est native Kubernetes et valider que les apports que ça peut avoir. Plus globalement, au niveau de la plateforme, la logique, c'est toujours d'aller plutôt dans une logique de platform engineering ou de platformless. Donc avec, de manière continue, essayer de faire en sorte de simplifier l'usage de la plateforme, de faciliter le provisioning d'environnement, l'utilisation des couches basses du SI. Et on a un autre sujet qui arrive aussi, c'est des cas d'usage IA, avec notre équipe innovation qui travaille depuis quelques années sur l'IA, avec un ensemble d'équipes mobilisées au sein de la SACEM. Donc des cas d'usage ont été identifiés où il a été identifié un apport possible de l'IA. Il y a eu des POC effectués et on a les premières industrialisations. On est en train de mettre en place un LLM privé pour ces besoins-là. Et donc, actuellement, sur la plateforme d'échange et sur la plateforme globalement, on commence à voir des choses arriver, mais ça devrait vite venir. Et au niveau de l'IA, donc on a à la fois des usages plutôt IA for Code ou Code for IA. Donc l'IA for Code, on a mis à disposition par exemple des licences GitHub Copilot aux développeurs pour leur faciliter leur développement. Et le code for IA, c'est plutôt, on a identifié par exemple pour différents services des apports possibles, par exemple des assistants juridiques, des assistants RH. En fonction de différentes équipes métiers, on a identifié des axes où l'IA générative pourrait vraiment apporter quelque chose. Voilà globalement en termes de perspective. Et je pense que j'ai terminé. Vous avez des questions ?
Ah, ok. Donc la question c'était de pourquoi on a mis en place une API pour déployer des API et pourquoi on n'utilise pas directement l'UI de WSO2. En fait, c'est pour encapsuler un peu ce que permet de faire nativement WSO2. Donc concrètement, l'API qu'on a mis à disposition derrière, c'est API CTL. Enfin, c'est le CLI API CTL qui est utilisé. C'est juste qu'on voulait pas forcément que les différentes équipes aient besoin de manipuler le CLI API CTL. On s'est dit une API, ça va être plus simple pour eux. Donc on a encapsulé API CTL derrière une API. Alors l'UI, ils ont les accès à l'UI en environnement de dev. Euh, Après, ça dépend. On a des niveaux de maturité des équipes. On a certaines équipes qui sont vraiment bien lancées dans l'approche et qui sont très matures dans la gestion de leurs API, et d'autres qui voient ça de manière assez éloignée et qui préfèrent nous déléguer la réalisation toujours et les évolutions. D'autres questions? Alors actuellement, c'est l'équipe plateforme d'échange qui. Alors si au sein de l'équipe, on n'a pas la réponse sur est-ce que c'est vraiment légitime cet accès, on va faire appel à l'équipe RSSI. Mais ouais, actuellement, c'est l'équipe plateforme.